le mot politique. Avouons-le, rien de le prononcer, ça peut crisper. Pour beaucoup de gens, c'est devenu synonyme de méfiance, de déception. Et si, ensemble, on essayait de redécouvrir son sens premier, sa noblesse un peu perdue? C'est ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui. On va partir d'un constat assez simple et je pense partagé par beaucoup. Oui, le mot politique a vraiment mauvaise presse. Il évoque tout de suite des images pas très positives, la méfiance, parfois même un certain dégoût. Cette image, elle est forte, n'est-ce pas? Une pieuvre dont les tentacules s'enroulent autour de tout. C'est une métaphore parfaite de ce sentiment de corruption, quand les systèmes qui sont censés être à notre service finissent par se servir eux-mêmes. Mais est-ce si on avait tout simplement oublié le sens originel de ce mot? Si la définition qu'on en a aujourd'hui était complètement faussée, pour le savoir, eh bien, il faut faire un petit voyage dans le temps, retourner aux racines même du mot pour redécouvrir sa véritable essence. Notre premier arrêt nous amène donc en Grèce antique. Et là, on rencontre un mot fondamental, police. Alors attention, la police grecque, ce n'est pas juste un tas de bâtiments sur une carte. Non, pour les Grecs, c'était bien plus que ça. C'était un véritable organisme vivant, une sorte de conscience partagée. Et le citoyen, lui, n'était pas un simple habitant, mais le gardien de l'harmonie de ce grand corps collectif. Et c'est exactement ça que voulait dire Aristote. Quand il dit ça, il ne dit pas qu'on doit tous devenir députés. Non, il dit que participer à la vie de la cité, c'est ce qui nous accomplit en tant qu'être humain. C'est une responsabilité presque sacrée. Allez, on change de perspective. On quitte la Grèce pour explorer la racine hébraïque du concept. Et là, on va trouver une autre dimension tout aussi profonde. En hébreu, le mot qu'on utilise pour l'État, c'est Médina. Et ce mot, il vient d'une racine, din, qui veut dire juger ou rendre la justice. Vous voyez le lien direct? La politique, par essence, c'est l'acte de faire régner la justice. L'État, dans cette vision, ce n'est donc pas juste une administration. C'est l'endroit, l'arène, si on veut, où l'équité et l'équilibre doivent prendre corps, devenir une réalité concrète pour tout le monde. Notre dernier arrêt étymologique nous emmène vers la langue arabe. Et là, on va découvrir une dualité qui est franchement fascinante. Le mot arabe pour la politique, siasa, il vient d'une racine qui évoque l'idée de piloter. L'image est belle, c'est celui ou celle qui tient le gouvernail, qui guide la communauté à travers les flots, parfois agités, de l'histoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Figurez-vous que exactement la même racine qui donne le mot pour gouverner, eh bien, elle donne aussi le mot souls, qui veut dire le ver, la mythe, la décomposition. C'est une manière géniale de le dire. Le pouvoir, en soi, il n'est ni bon ni mauvais, il est juste neutre. En fait, c'est un miroir, un révélateur de la conscience, de l'âme de la personne qui l'exerce. Heureusement, l'histoire n'est pas avare d'exemples. On a des figures qui ont parfaitement su incarner cette vision noble, presque spirituelle de la politique. Prenons le roi David, par exemple. On ne le décrit pas juste comme un grand guerrier. Non, on le présente comme un leader dont le pouvoir est entièrement dévoué au droit et à la justice pour l'ensemble de son peuple. Dans la même veine, le prophète Mohammed, il redéfinit complètement l'idée du leadership. On n'est plus dans la domination, mais dans la responsabilité. Chaque personne est vue comme un berger qui a la charge de son troupeau. C'est une vision du soin, de la protection. Et bien sûr, beaucoup plus près de nous, des géants comme Gandhi, Martin Luther King Jr. ou encore Nelson Mandela, ils ont tous prouvé que la politique, quand elle est pratiquée à son plus haut niveau, ça peut être un acte d'amour, carrément. Tout ce parcours nous amène à une distinction qui est, je crois, essentielle pour comprendre notre époque. La différence entre deux visions radicalement opposées de la société. Et voilà cette distinction. D'un côté, on a la politique MIFA. MIFA comme dans famille, où règne la solidarité naturelle, la confiance. Et de l'autre, on bascule dans la politique mafia, où les liens sont tordus, où l'intérêt personnel prend le dessus et finit par détruire le bien commun. Alors, face à cette politique mafia, face à ce sentiment de corruption, la grande question c'est où est-ce que le changement peut commencer? La réponse, en fait, elle est beaucoup plus proche qu'on le pense. Parce que la vraie politique, la politique originelle, la plus fondamentale, elle ne se décide pas dans les hémicycles. Elle se joue ici et maintenant, dans nos gestes de tous les jours. Aider un voisin, protéger un coin de nature, chercher la vérité, agir avec justice. Chacun de ces choix, c'est un acte politique qui construit la cité. Autrement dit, la politique, c'est juste un grand miroir. Elle ne fait que refléter l'état de notre conscience collective. Pour changer ce qu'on voit à l'extérieur, ça ne sert à rien de s'acharner sur un ennemi. Le seul vrai levier, c'est d'élever notre conscience intérieure, tous ensemble. Au fond, c'est assez simple. Le monde qu'on arrive à bâtir à l'extérieur, c'est juste le reflet du monde qu'on a d'abord réussi à bâtir à l'intérieur de nous. La cité extérieure est le miroir de notre cité intérieure.
Et c'est peut-être ça, la conclusion la plus importante. Réhabiliter la politique, ce n'est pas l'affaire d'une élite ou de spécialistes. C'est avant tout notre affaire à tous. C'est réhabiliter la noblesse qui se trouve en chacun de nous. Parce qu'on n'est pas juste des habitants de la cité, nous sommes la cité.